Vous le savez, ici à la Pas du Team, nous ne sommes pas des grands soutiens de l'union de la gauche, notamment quand ça vient de la gauche de droite qui nous a mis dans une sombre merde depuis 40 ans. Il n'empêche que, comme nous sommes dans une période troublée, tous ces gens qui ont accompagné le néolibéralisme pendant 40 ans, en faisant en sorte que tout le monde soit désespéré à l'idée que la gauche arrive au pouvoir, vu que quand elle était au pouvoir, elle n'a pas fait une politique de gauche, tous ces gens viennent faire ouin ouin, il faut s'unir, ouin ouin, il y a la gauche de gauche qui est trop radicale, ouin ouin, vous voulez pas être nos copains. Nous démontons ce discours depuis très longtemps et vous allez aujourd'hui revoir un des essentiels de la Pas du Team où nous regardons Laurent Mauduit. Je vous laisse découvrir dans la vidéo quel est le pédigré de Laurent Mauduit, invité par Salomé Saké chez Blast, qui vient nous parler des patrons qui sont devenus d'extrême droite alors qu'avant ils étaient gentils et c'était des patrons de gauche. On reparle de ce fameux patronat de gauche, on reparle de toute cette période des années 80 où la gauche a littéralement trahi et fait le lit de toute la merde qu'on a eue ensuite. On va pouvoir aussi reparler un petit peu de responsabilité historique des sociodémocrates face au communisme, notamment dans l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, avec Laurent Mauduit qui essaye de travestir littéralement les paroles de Johann Chapoutot. Nous vous laissons avec cette vidéo. À plus tout le monde. Salomé Saké a invité Laurent Mauduit sur Blast pour parler de son dernier livre nommé Collaboration au pluriel, dans lequel il parle des liens entre les grands patrons et l'extrême droite. Cette émission nous a beaucoup intéressés parce que Laurent Mauduit nous fait part de son analyse, de son enquête, on va dire, sur les liens, comme vous l'avez compris, entre l'extrême droite et le patronat. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'il a une lecture des choses qui, comment dire, n'est pas tout à fait, même si sur le constat, on est d'accord, sur l'analyse et sur surtout les conséquences politiques qu'on peut en tirer. En fait, nous, on n'est pas du tout d'accord. Donc, pour parler de tout ça, je vous ai sélectionné des petits timecodes de cette interview. Vous allez voir, on va avancer des trucs incroyables, c'est-à-dire que en fait, bon, on peut être un peu d'extrême droite sur le plan économique, mais en fait, sur les valeurs, il faut rester démocratique et républicain. On va beaucoup entendre les mots démocratique, républicain, etc. Beaucoup, sans qu'ils soient vraiment définis. On va nous expliquer qu'avant, il y avait des patrons de gauche. Une grande surprise pour nous ici. Bref, voilà, vous allez voir. Et que à la fin, je vous fais un petit teaser, mais à la fin, nous allons avoir une démonstration de noisettes. Mais je veux dire un niveau de noisettes, les gars, que seul un nuciculteur lambertiste peut nous faire. Pour ceci, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à écouter notre camarade Laurent Mauduit sur le patronat? Bah carrément, il y a quand même beaucoup de trucs pour m'allécher là. T'as mis des appâts à Chris là, de la nuciculture, du trotskiste, de Mediapart, du Blast et du Salomé Saké. Là, j'arrête tout, je pose un RTT et je m'y mets quoi. Enfin, Me permet de rappeler les amis que la nuciculture, c'est notre nouveau mot à la Pas du Team parce qu'on a découvert que c'était le nom de la culture de noisettes. C'est un mot très mignon qui va très bien à un certain nombre de gens à qui nous allons parler, dont Laurent Mauduit. la période de l'occupation est une période qui m'a beaucoup intéressé, notamment les patrons sous l'occupation et surtout la pègre sous l'occupation, la carlingue, etc. Peut-être un jour je ferai une émission documentaire là-dessus si tu me lances, voilà, mais sur Bonny, Lafont, tout ça, voilà. Bref, et il y a eu des très grands travaux hein, sur les patrons sous l'occupation, donc je pense que Laurent Mauduit les a pompés. Annie Lacroix-Riz, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Moi, je vais citer un livre un petit peu moins connu, mais qui est vraiment pour moi la meilleure somme sur le sujet, c'était le livre des patrons sous l'occupation de Jean-Claude Azera et de Renaud de Rochebrune. Voilà, c'est ça. C'est un très gros bouquin sur les patrons sous l'occupation. Vous allez voir ce que c'est le patronat, c'est vraiment des gens sans foi ni loi. Et on voit vraiment, c'est pas simplement leur rapinerie, c'est aussi la manière dont ils ont une capacité à s'arranger, à remettre en question leur soi-disant patriotisme dans les deux sens. Voilà, c'est très intéressant. Et donc ensuite, la Croix-Rouge qui a fait des travaux comme la non-épuration, etc., plutôt pour après la guerre, parce que c'est aussi des gens qui ont été assez épargnés par l'épuration. Tu vois, des jeunes femmes qui avaient des relations amoureuses ont été Alors, bien plus maltraitées que... amoureuse, Oui, amoureuse. non mais pas que. Je Mais vous voilà. rappelle quand même que dans les meufs qui ont été tondues à la Libération, il y avait des meufs, genre, elles étaient femmes de ménage, genre, leur mec était fait balancer au service de travail obligatoire en Allemagne, il y avait plus de thunes à la maison, ou s'était Voilà. fait buter ou déporter ou machin. Fallait qu'elles fassent tourner la baraque, nourrir les gosses, etc.
comme c'était une économie de guerre et tout, c'était pas toujours facile de trouver un emploi. Elle se retrouvait à faire le ménage chez des officiers allemands qui occupaient les plus jolies baraques du coin. Et on disait qu'elles avaient eu une liaison avec eux. Alors vous imaginez le niveau de liberté de la meuf d'avoir une liaison ou pas avec le gars chez qui elle fait le ménage, de qui elle dépend sur le plan de la bouffe et qui potentiellement peut dire que elle est du côté de la résistance et l'a butée. Voilà, Voilà, voilà. en tout cas, c'est toujours les meufs qui payent. Enfin, on en reparle, c'est un autre sujet, mais je Pas vous fais un n'importe petit quelle meuf, hein. préambule. Coco C'est Chanel n'a pas pris, hein. Coco Voilà. Chanel n'a pas pris. Donc, non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on parle d'épuration, enfin, moi, j'ai une admiration absolue pour les résistants sous l'occupation. Mais vraiment, les images de l'épuration me débectent. Si vous prenez du plaisir à ça, de voir des femmes tondues, peu importe ce qu'elles ont fait, c'est minable. Et, spoiler alerte, il n'y avait pas de grands patrons qui ont été tondus. Voilà. Tout à fait. Et ça, on va le donner au crédit de notre camarade Laurent Mauduit, mais il le dit quand même, que Très bien. l'épuration a quand même beaucoup épargné le patronat. Alors, vous allez voir, il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord avec Mauduit, mais globalement, quand le mec dit les patrons, c'est comme les cochons, ils ont collaboré et machin et truc, ça, évidemment, nous sommes, Ça, nous c'est sommes plutôt pour d'accord. faire plaisir à la pas du team. Laurent, Voilà. on les voit, tes petits clins d'œil. Hein. Donc, Donc, je rappelle que Chris a toujours le même problème, il croit que la télé lui parle à lui mais personnellement. bien sûr. Alors, Bon. let's go. Laurent Mauduit, un homme très connu, un homme de médias, très connu en France, même si en fait, quand on dit le nom de Laurent Mauduit, enfin tu vois, il est vachement moins connu que Plenel, etc. Mais ça reste un mec qui est dans les médias français depuis très longtemps. C'est un mec qui a été formé chez les trotskistes dans les années 70. C'est un trotskiste lambertiste. Alors on va pas rentrer dans les définitions du trotskiste. Si vous tapez pas du team trotskiste, vous allez voir, on en parle notamment en faisant un commentaire d'un trotskiste interviewé par Valeurs Actuelles parce qu'il est devenu d'extrême droite. Voilà, donc Mauduit, il est formé à l'OCI, Organisation communiste internationale, dans les années 70, et puis il fait un certain nombre de journaux, Politis notamment, voilà. En fait, là où il devient vraiment très, très, très connu, c'est qu'il rentre au Monde, au quotidien, au grand quotidien Le Monde, et il devient rédacteur en chef du service entreprise. Au début, il est chargé de la politique économique, ensuite il rentre rédacteur au chef du service entreprise, puis il est directeur adjoint de la rédaction et éditorialiste. Donc, vous voyez, grosse carrière au Monde. Il s'oppose quand même un peu, notamment à l'entrée de Lagardère dans le groupe et tout ça. Je vous reprends un peu sa bio vite fait, hein. Il écrit un certain nombre de bouquins. Ouais, d'enquête sur les grands patrons, sur le financier, les affaires, tout ça. Ouais. Voilà. C'est sa spécialité. Quand il est au Monde, côté économique, quand même, il faut dire les choses un peu, Chris, ça fait partie des accompagnateurs, mais comme l'ont été les mecs qui sortent de l'OCI, Jospin, etc., Mm. un accompagnateur quand même du tournant De la libéral, rigueur. pour la Ouais, de la... gauche. Bah oui, oui, oui. Et même si c'est version de gauche, hein, en fait, ça reste du néolibéralisme. Donc voilà, et puis ensuite il finit par se barrer et par fonder Mediapart avec Edoui Plenel. Et donc maintenant là, il fait des trucs et donc là il sort son bouquin d'enquête. Il a, comme je vous le dis, sorti un certain nombre de bouquins. Et là on va parler du tout dernier. Voilà, en gros où on en est avec Laurent Mauduit et comment vous dire pour, enfin, moi je vous dis dans mon rapport moi à Laurent Mauduit. Pour moi, c'est vraiment les mecs qui ont participé à rendre la gauche de droite, qui ont fait partie de cet univers intellectuel, politique, etc. Et qui ensuite viennent, comme de blanches colombes, nous raconter « Ouh là là, quand même, le néolibéralisme, c'est pas très bien et tout en n'ayant pas vraiment de retour critique sur ce qu'ils ont pu faire à l'époque. Donc moi, ça me casse un peu les couilles, je le dis. Mais après tout, écoutons ce qu'a à nous dire Laurent Mauduit sur le patronat. On va se faire un petit extrait. Il va nous raconter un petit peu le passage des patrons, leur rapport à l'extrême droite, pourquoi ils s'y opposent. Est-ce que c'est pour des raisons économiques ou pour des raisons de valeur? Et déjà, rien que la question devrait vous énerver. Je vous ai pas mis le contexte, mais là, en fait, Salomé Saké, juste avant, alors pour des raisons de longueur, je vous ai mis que la fin de sa question, mais en gros, elle dit en 2002, quand Jean-Marie Le Pen arrive au second tour, le patronat trouve que c'est très mal et qu'il faut faire le barrage républicain et je sais pas quoi. Et petit à petit, ça change. En 2017, Gattaz, président du MEDEF à l'époque, accepte de recevoir Marine Le Pen pour qu'elle présente son programme économique. Et là, en 2024, maintenant, tout part à volo, c'est leur meilleur copain, etc. Donc vous allez voir ce qu'en dit Mauduit. Je lance. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait ce milieu du patronat qui bascule? Et j'aimerais insister parce que c'est la ligne du livre et c'est la ligne de cet entretien. On ne parle pas que des grands milliardaires, ou millionnaires d'ailleurs, mais qu'on connaît, qui ont mis leur fortune au service de l'extrême droite. On parle de tout un tas de milliardaires, de grandes fortunes, de grands patrons qui ont l'air d'être républicains, qui se disent démocrates et qui en réalité ont une
plus qu'une tolérance à l'extrême droite, il collabore même pour certains avec Ouais. l'extrême droite de manière beaucoup plus discrète. Alors, il y a des liens qui sont très anciens entre le patronat et l'extrême droite. Hein. On pourrait parler tout à l'heure, si vous le souhaitez, par exemple, des cadres du patronat du CNPF dans les années 60 et 70. Il y en a beaucoup. Alors, CNPF, c'est l'ancêtre du MEDEF, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. De cadres qui sont monarchistes, qui sont d'extrême droite. Le service de presse du CNPF est fait de cadres qui viennent de l'extrême droite. Voilà. Alors, si on parle de la période la plus récente, à partir de 2002 jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que le CNPF d'abord, le MEDEF ensuite, a une position en apparence anti-extrême droite. Je dis en apparence parce que ils s'y opposent pour des mauvaises raisons, seulement pour les raisons économiques. Et non pas pour la question majeure qui est la question démocratique. Hein. Parce qu'à l'époque, l'extrême droite est beaucoup plus Oui, alors, 2002, protectionniste. Voilà, et puis c'est Le Pen version Jean-Marie, donc 2002, Ernest Antoine Seillière dit le programme de l'extrême droite est dangereux pour l'économie, mais il évoque aussi les valeurs. On sous-entend, on devine que ce sont les valeurs républicaines. En clair, dans la période récente, il y en a une seule, qui est Laurence Parisot, qui est présidente du MEDEF à la fin des années 2000, qui dit clairement, à la veille de l'élection présidentielle 2012, l'extrême droite, jamais. Et elle fait un petit livre qui attaque l'extrême droite, non pas sur ses positions économiques, mais sur les valeurs. Elle dit, la dédiabolisation est une imposture, ce n'est pas vrai. Je trouve que Mauduit est un naïf ou un malhonnête dans les deux cas. Parce que c'est un truc de ouf. Le baron Seillière, effectivement, est contre Le Pen pour des raisons économiques, mais surtout pourquoi ? Parce que, justement, il n'a pas de prise sur, on va dire, l'OVNI Front National de Jean-Marie Le Pen 2002. Ils ont très peu de liens. En fait, Jean-Marie Le Pen, pour que vous sachiez, il a un héritage et donc il est autonome financièrement. Ce qui est très important quand on est de droite, parce que ça vous protège en fait de l'influence du patronat dans l'établissement de votre parti, etc. Donc le RN, le FN de l'époque a toujours été un petit peu à part, même s'il y a plein de petits patrons qui s'intéressaient à ça. Donc quand en 2002 il arrive, on est avant la crise profonde du capital. Le PS s'est rangé totalement au capital. Ça veut dire que le patronat, que ce soit le PS, que ce soit le RPR de l'époque, profite d'une période de croissance, d'une période de profitabilité énorme à ce moment-là. Le RN, qui est un trublion, risque de déstabiliser. Pourtant, le programme, et c'est là où Mauduit est malhonnête, le programme du RN de Jean-Marie Le Pen est bien plus libéral et à droite en 2002 que le programme de 2012 de Marine Le Pen. Voilà. Exactement. Ça, franchement... C'est insupportable de l'entendre dire ça. Je te laisse continuer après. Mais en fait, il est en train de faire croire qu'il y avait un programme social au FN et que c'est ça qui faisait peur au patron. Ce qui est parfaitement faux. Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, il est réganien. De Reagan, donc aux États-Unis, qui est un ultra-libéral, complètement zinzin. Mais comme on voit, c'est l'époque Thatcher, Pinochet, voilà, tous ces trucs-là. Et donc, le RN est totalement ultra-libéral, tu vois. C'est vraiment mensonger de présenter des trucs comme ça. Bref. Ouais. Excuse-moi, je te laisse continuer. Non, mais c'est ça. Donc, il a un programme de droite. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen, son adversaire, c'est absolument Chirac. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a un programme ultra-libéral et qui n'est pas du tout encore dans l'espèce de, tu sais, le philippisme là, de Philippot, tu vois, de vouloir protéger les Français par l'État, d'avoir un programme un peu social, etc. Donc, c'est bidon. Le baron Seillière, justement, s'oppose à Le Pen en disant que son programme économique est catastrophique pour la simple et bonne raison, c'est qu'il veut garder l'hégémonie de la droite. Le baron Seillière est un aligné du RPR. Il veut garder l'hégémonie de la droite sur la France et donc soutenir Le Pen. Ça aurait été jouer le jeu du PS qui a été pro-patronat, mais pas assez pour le baron Seillière. Vous voyez ce que je veux dire pour le MEDEF, voilà. Ça aurait été ne pas soutenir Chirac, ça aurait été diviser la droite, et donc, voilà. Donc, vraiment, Mauduit, mais je vous le dis, c'est un accompagnateur du PS, c'est un pro-Jospin, etc. Ça, il ne le dit pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne dit pas que si le baron Seillière ne veut pas de Le Pen en 2002, c'est parce qu'il veut de la droite libérale, la droite de Chirac, la droite de Sarkozy qui viendra en 2007, etc. La droite des patrons, la droite de Fillon ensuite, et que Le Pen emmerdait la droite, c'était le jeu du PS de l'époque, tout simplement. Voilà. Et c'est là où la malhonnêteté continue.
Faire croire que Parisot vient en 2012 en disant la Blanche Colombe Parisot, qui est une meuf qui Pour les a bonnes valeurs. pondu toutes les pires réformes libérales sur ces dernières années, sur la retraite, etc., sur la destruction des comités économiques, sur le changement de la loi des normes en faisant passer les accords d'entreprise au-dessus des conventions collectives pour diminuer les droits des travailleurs. Laurence Parisot est à l'avant-garde de tout ça. Et faire croire qu'elle a fait passer ça pour les valeurs, elle a caché justement le fait, alors nous on n'est pas pour Marine Le Pen, etc., que Marine Le Pen, en 2012, à l'époque c'est son apogée avec Philippot, etc., voilà, avait un programme qui semblait étatiste, socialisant, moi j'appelle fasciste quoi, mais en voilà. tout cas qui n'était pas adéquate au patron, surtout quand il y avait Sarkozy en face, et ensuite on verra Fillon par la suite. Donc vraiment ce qui emmerdait Laurence Parisot, c'était que par rapport au libéralisme de la droite, Marine Le Pen semblait plus illibérale. Tu te rappelles, il y avait ce discours à l'époque, les droites illibérales, tu sais, c'était pour taxer les droites qui étaient un peu étatistes, qui mettaient la pression sur les patrons qu'on voyait dans les pays de l'Est, etc. Et c'est ce que ne voulait pas Laurence Parisot, parce que ça semblait attaquer la sainte propriété privée. Donc vraiment, mais quelle malhonnêteté. Moi, je en tombe de ma chaise. Je sais que tu as choisi cet extrait pour ça. Vraiment, ça me fume de fou, quoi. Et elle documente dans ce livre le fait qu'il n'y a pas de dédiabolisation, que le fond de sauce reste toujours xénophobe, raciste, voilà. Ce qui n'était pas du tout le cas de Sarkozy à l'époque. Non, voilà. Bien sûr. Vraiment Sarkozy pas. n'était pas du tout xénophobe, raciste. En 2005, vous vous Manuel souvenez, Valls non plus. 2 enfants qui meurent dans un transfo, coursés par la police qui les voit rentrer dans le transfo, qui ne bouge pas, tout en disant s'ils rentrent dedans, on ne donne pas cher de leur peau. Ces 2 enfants meurent, d'accord, Zied et Bouna, et ça donne lieu aux dites émeutes de 2005. Ensuite, on a des discours de Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque, qui vient dire on va nettoyer votre cité au Karcher, etc. Et ensuite, on a le quinquennat Sarkozy, qui est un quinquennat de droite dure, raciste et xénophobe, bien sûr. Et donc là, quand Laurence Parisot vient dire gna gna gna, le fond de sauce xénophobe, gna gna gna, c'est du foutage de gueule. Alors qu'elle est soutien de Sarkozy. C'est du foutage de gueule. Et c'est en plus clairement de la malhonnêteté. Justement, elle cache ce qu'elle ne pouvait pas dire à l'époque. Le programme de Marine Le Pen est trop étatiste, il est trop anti-néolibéral, donc je n'en veux pas, donc elle s'est cachée derrière les valeurs, etc. C'est vraiment la manipulation. Et là, moi je le dis, ça c'est un relais des discours du patronat et du PS qui a renoncé. Je vais mettre une balle à Salomé là, mais quelle inculture politique de se laisser dicter ce genre de conneries sans le reprendre, quoi. Mais c'est normal parce que Blast est un média détenu par un patron dit de gauche. Là, en fait, on a tout l'exercice de fabriquer de la fausse conscience comme quoi il serait possible d'avoir des patrons de gauche. Je pense que je vais continuer pour vous montrer que, en fait, le problème n'est pas qu'on trouve des patrons d'extrême droite, mais le problème est qu'on trouve que ça puisse exister des patrons de gauche, quoi. Le CNPF ou le MEDEF va abandonner cette position et progressivement dériver jusqu'à 2024. Et pourquoi je dis jusqu'à 2024 ? Parce que c'est vrai que la presse, au moment des législatives de 2024, s'attarde beaucoup sur un cas que vous avez cité, celui d'Henri Proglio, qui est l'ancien patron d'EDF et de Veolia, parce qu'on l'a vu un jour s'afficher dans un restaurant chic de Paris, chez Laurent, là où il y a tous les patrons du CAC 40, avec Marine Le Pen. Donc alors là, ensuite, longuement, en fait, pendant l'entretien, il y a toute une partie, alors je n'ai pas lu le bouquin, mais je suppose que le bouquin est beaucoup comme ça, il y a beaucoup d'histoires de tel jour, machin a bouffé avec truc, tel jour, machin a bouffé avec machin, tel jour, tel patron a rencontré tel dirigeant d'extrême droite, et tel jour, ils ont fait une conférence avec cette meuf qui est une des conseillères de Marine Le Pen, et machin. Il y a une espèce de litanie comme ça de regarder à quel point ils se parlent et à quel point ils se rapprochent, tu vois. Mais ce qui manque profondément, et je sais pourquoi, c'est pourquoi. Est-ce que tout d'un coup, les patrons, en fait, avant, ils avaient des valeurs, et puis maintenant, ils n'ont plus de valeurs. Avant, ils étaient gentils, maintenant, ils sont devenus méchants. Pourquoi on ne sait pas. Vous allez voir, j'ai choisi d'autres timecodes où on va parler de ça. Mais il n'y a pas, alors peut-être que ça manque vraiment de matérialisme, c'est-à-dire, quelles sont les conditions concrètes ? Qu'est-ce qui fait dans le changement de la société qui a eu lieu, qu'il y a ce rapprochement, parce que entendre pendant 20 minutes Bidule à bouffer avec machin et tout, je m'en fous si c'est pas pour dire oui mais quel projet politique, pour quelle raison, pour servir quoi, et comment on fait pour enrayer ça. Moi je pense qu'il faut enrayer les patrons, mais bon après.
Non, mais c'est très en plus idéaliste en se disant, bah, tiens, en fait, ils avaient des valeurs, et puis à force de dîner avec des gens d'extrême droite, ils sont devenus Ils ont plus de d'extrême droite. valeur. Tu vois, C'est non, mais ça. voilà. Je pense que, comme tu le dis, il y a peut-être, effectivement, il y a une valeur qui a été perdue progressivement avec la crise, mais c'est une valeur beaucoup plus concrète que la démocratie ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plutôt le taux de profit, la baisse tendancielle du taux de profit. Et peut-être qu'à un moment donné, allez voir sur Position, hein, il y a un très beau numéro sur la pénurie. Peut-être qu'à un moment donné, en fait, les solutions racistes et xénophobes deviennent un moyen de faire du profit là où ils étaient un moyen de l'empêcher à un autre moment. Voilà. Vous venez de le dire, ce qui peut pousser à l'extrême droite, c'est la haine de la gauche. Oui. Et vous avez dit au début de cet entretien, c'est rarissime aujourd'hui les patrons qui vraiment ne vont pas, enfin vont clairement s'opposer à l'extrême droite. Et pourtant, c'est ce que vous rappelez dans votre livre, il y a eu une époque en France où il y avait des patrons de gauche. On va se les faire, hein, parce que vous allez voir, on les connaît bien, hein, ces patrons-là. on les On va connaît, parler c'est- des patrons de Les gauche. tokens. C'est le tokenisme patronal. Ils sont 3, à chaque fois on les ressort, et ça me fait rire. Mais là, il y a un truc très intéressant parce qu'à ce moment-là, moi, donc au bout de 20 minutes d'interview de Mauduit qui dit Bistule a bouffé avec truc avant, puis c'est pas la première fois parce qu'avant ils ont été d'extrême droite à la Seconde Guerre mondiale et tout, puis un peu dans les années 60 et blablabla. Je me dis, mais il va parler de politique à un moment ou pas d'intérêt, quoi. Pourquoi ils se positionnent comme ça, les patrons? C'est pas juste parce qu'ils se sont levés un matin et que le fait d'être patron, ça rend d'extrême droite. Ils ont des intérêts de classe, en fait, à défendre là-dedans. Et à un moment, il dit ce que dit Salomé Saké au tout début. En fait, ils soutiennent l'extrême droite par haine de la gauche. Et tu vois, je trouve que l'expression est intéressante parce que c'est un euphémisme de fou. Qu'est-ce qu'ils aiment pas dans la gauche? De quoi ils ont peur dans la gauche? D'ailleurs, avaient-ils la haine de Lionel Jospin, par exemple? Je ne Non. crois pas. En fait, ils ont une haine des anticapitalistes. C'est ça qui leur fait peur. Ce qui leur fait peur, c'est qu'on s'attaque à leur propriété privée lucrative. Ce qui leur fait peur, c'est qu'on s'attaque au cœur du système. Et je trouve ça ouf à quel point le mot n'est jamais prononcé. Ce qui fait peur aux patrons, c'est le communisme. Qu'on dise les termes à un moment, qu'on C'est dise ça. les termes. Vous allez voir, on va continuer là-dessus. On va parler des patrons de gauche. Chris va vous en parler. Vous allez bien vous amuser, les copains. Mais putain. Alors déjà, il y a Alain Gomez, Oh, quoi. oui. Alors, Alain Gomez, je connais très bien, ami de Jean-Pierre Chevènement. On voit Tiens comment donc. ça a fini. Voilà. Très intéressant parce que faudrait que j'en parle un jour. Il a été fondateur du CERES, Centre d'études de recherche en éducation socialiste, qui était proche du PS à sa refondation, qui était ça va te surprendre, la branche marxiste, la branche la plus à gauche du PS à Épinay en 71, qui était un truc intéressant avec de l'éducation populaire, etc., mais qui a complètement vrillé ensuite. Mais en fait, c'est intéressant pourquoi ça s'est branché là, c'est qu'il vient d'une classe technocratique d'énarques. Je rappelle que Jospin était énarque à l'OCI. Hein. Voilà. Donc, à l'époque, il y a des gens qui sortaient de l'ENA et qui allaient dans les partis trotskistes. Pour vous dire un petit peu dans quelle époque on était. Et donc, il y avait effectivement des gens comme Alain Gomez, etc., qui pensaient que la transformation de l'appareil de production, ça a aussi donné la CFDT autogestionnaire qui a fini vraiment très libérale, etc., qui pensait la reprise en main de l'appareil de production par rapport, on va dire, à l'étatisme à l'ancienne, gaulien, et qui se voyait, justement, nous on en parle, hein, comme une classe révolutionnaire intermédiaire d'énarques, d'ingénieurs supérieurs, etc., qui reprendrait l'appareil en main avec des idées de gauche contre les anciens patrons et, on va dire, l'État réactionnaire gaulien. Bon, on voit qu'il faut toujours se méfier des révolutions de classe intermédiaire. C'est pour ça que nous, on dit que c'est un potentiel révolutionnaire, mais qui doit toujours être tenu en laisse par les masses, parce que sinon, quand on les laisse faire tout seul, ça donne ça. Et donc, il y a eu effectivement, dans les années 70-80, tout un tas de patrons de gauche. À la fin, je vous le dis clairement, PDG de Thomson, etc., c'est des gens qui ont conduit toutes les politiques de destruction néolibérales. C'est-à-dire qu'ils étaient de gauche à la fin des années 60 quand l'État gaulien fordiste commençait à être en crise. Dans les années 70, ils faisaient semblant d'être de gauche autogestionnaire, et en fait, c'est une nouvelle classe technocratique qui voulait s'approprier l'État. Et la classe technocratique a pris, pendant la période néolibérale, l'État administratif de l'ENA a pris la main, et c'est ça le néolibéralisme, c'est le pouvoir de l'administration par rapport au pouvoir politique sur la conduite du marché et sur la conduite des affaires économiques. Et c'est pour ça que les patrons de gauche ont existé. C'est justement parce que c'est une nouvelle génération d'énarques, de classe supérieure, étatistes et propriété privée, et qui n'ont de fait jamais été de gauche, car ils ont toujours conduit des politiques pour détruire le prolétariat, libéraliser, réduire les salaires, etc. Et c'est eux qui ont inventé
toutes les rationalisations, tous les discours sur la crise comme une opportunité, Yves Montand en 84, enfin, tout c'est saloperies. Yves Montand qui était soi-disant communiste, qui a vendu en 84 avec Libération qu'il fallait profiter de la crise pour pouvoir repenser sa mobilité dans le travail, ne pas se projeter 40 ans dans la même usine, enfin, tu vois, c'est toujours ce genre de conneries, que la peur du chômage peut être une opportunité pour les travailleurs, enfin, toutes ces conneries. Et si jusqu'à présent, grâce aux 30 glorieuses de la croissance, on a pu vivre cette crise à crédit, eh bien, maintenant, il va falloir payer. Cessons donc de rêver parce qu'effectivement, c'est grave. Sébastien Fontenelle a écrit un bon livre. D'ailleurs, Sébastien Fontenelle participe à Blast. Il a écrit un livre sur Vive la crise et sur Libération, la complicité de Libération dans le néolibéralisme. Je ne sais pas comment il peut participer à ça sans rien dire. Vraiment, on est en 2025. Avec le recul, encore appelé Alain Gomez et tous ses amis, là, je sais qu'ils vont les citer, Yvon Gattaz, etc., comme des patrons de gauche, je trouve que c'est vraiment une insulte à l'intelligence et vraiment pas faire le travail journalistique sérieusement, quoi. Et ça reste vraiment dans leur vision, tu vois, de économie versus valeur. En fait, Ouais. tu peux être de droite économiquement, mais tu as des valeurs de gauche, quoi. C'est insupportable parce que c'est cette dichotomie entre valeurs, comme si la manière de voir l'organisation du système économique, la captation, l'exploitation par le travail, etc., c'était pas des valeurs, quoi. Enfin, tu vois, il y a un truc insupportable dans cette dichotomie, Ouais, et vraiment. puis c'est surtout, t'as envie de dire, concrètement, quoi. Tu peux te prétendre Bah de oui. gauche autant que tu veux, concrètement, t'as Alors, tu me vois. libéralisé l'économie, quoi. De Thomson, Louis Schweiter de Renault. Louis Schweitzer de Renault. Le gars. Je te jure. Non, mais je te jure, je l'ai vu. On a regardé cette émission pour vous dire la tambouille, parce que je suis tombée sur cet extrait là de 1 minute 30 sur Twitter et j'étais là genre what. Ah non, mais Louis Schweitzer, l'homme qui a libéralisé Renault comme personne, qui a créé toute la dernière phase de destruction industrielle et d'export, que ce soit en Asie ou au Maghreb, mais parce qu'il a été, soi-disant, tu sais, à la haute autorité de la lutte contre les discriminations à un moment donné. Voilà. Mais Oui, c'est ça. mais c'est vraiment tout ça, tu sais, c'est vraiment toute cette caste-là d'hommes Ouais. d'affaires et hauts fonctionnaires. C'est vraiment une caste stato-capitaliste, là. Vraiment, c'est nos oligarques, en fait. C'est vraiment des gens qui se sont enrichis dans la libéralisation, des gens qui étaient hauts fonctionnaires et qui sont passés de fonctionnaires d'État à PDG quand on a commencé à tout privatiser. Schweitzer, patron de gauche, il a été président du MEDEF international. Comment Ouais, on mais, peut- il trouvait que les discriminations c'était pas bien en fait, hein. Non mais c'est... Exploitons tout le monde pareil. Merci Non, Louis mais Schweitzer. voilà. Ça raconte tellement une époque, tu vois. Dans Ouais. une cape, il y a pas longtemps, on parle des Mao français des années 70, tu sais, Laurent Geoffrin, le père Glucksmann, BHL, tu vois, ces mecs-là étaient Mao dans les années 70. Et comment là, toute la période dont on parle, là où il y avait des patrons de gauche justement, comment ces mecs se sont pas juste convertis au néolibéralisme, ils en ont été des artisans, les premiers soldats, quoi. Et Là, là, Louis c'est- Schweitzer, le type était directeur de cabinet de Laurent Fabius, le type qui a Bien. conduit le néolibéralisme. Il était Un mec encore qui au était cabinet de censé- Laurent Fabius pendant, et ça va t'intéresser, l'affaire du sang contaminé. Je sais pas Mais laquelle elle va me patron de- citer après, mais c'est patron de patron de gauche. gauche, t'inquiète. Et vraiment, Blast, honte à vous, hein. Honte à vous de répandre encore cette malhonnêteté intellectuelle, hein. C'est une honte, hein. On en trouvait aussi dans le secteur privé, dites-vous, à l'image de Jérôme Sédou, donc Pathé, ou Antoine Ribou, BSN, transformé en Danone, tous deux qui sont des actionnaires historiques du journal Libération. Eh oui. Ça va, Mauduit, ça se passe bien? J'espère que t'as pris un petit chèque pour rappeler qu'ils étaient de gauche parce qu'ils ont financé Libération. Non mais, on se fout de la gueule de qui, là? À chaque fois, je cite ce livre parce qu'il est trop marrant. Le livre d'Ockengame, tu sais. Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary. Alors, sur plan théorique et tout, c'est pas eu de dinguerie. Mais tu sais, c'est écrit de manière très acerbe et tout ça. Donc, c'est assez agréable bon à livre. lire. Si vous avez envie de lire un bouquin qui raconte cette période et ces traîtres-là, ces fumiers de traîtres, vous lisez ça. Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary. Vous connaissez tous l'histoire du PS qui a trahi. Tous les gens qu'on vient de vous citer sont les acteurs concrets de la trahison. C'est eux, voyez? Elle vient de les citer parce qu'on voit les politiques, etc. Mais les acteurs concrets de cette trahison, ce sont ces élites stato-industrielles là, qui passaient de hauts fonctionnaires à directeur de cabinet Laurent Fabius à PDG de Renault. Tous ces gens-là sont les acteurs concrets de la trahison. Et là, on vient vous les vendre comme des gens de gauche. Pierre Berger,
Je rappelle que Pierre Berger nous a fait cette magnifique phrase de dire quelle différence il y a entre aller louer sa force de travail à l'usine ou louer son ventre pour des riches dans la GPA. Mais c'est des patrons de gauche, elle a dit Salomé Saké. Et on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini, les gars. On est qu'au 2e extrait sur 4. Mais franchement, mais honte à vous, hein. Les gens qui travaillent chez Blast et tout, regardez-vous dans les yeux quand vous venez de faire ça, vous êtes vraiment en train de trahir. Et là, vous êtes en train de fabriquer l'extrême droite en faisant ça. Le pire, si tu veux, Chris, c'est que je pense sincèrement que c'est pas conscient. Côté blague. Mais Tu vois, moi aussi, j'en suis sincèrement désolé. C'est pour ça que j'ai envie de les stimuler pour qu'ils s'en rendent Bah compte. ouais. Quoi. mais là, c'est chaud, quoi. Bon, on précise qu'évidemment, c'était pas une gauche radicale, mais c'était clairement, en tout cas, une gauche opposée, par exemple, à l'extrême droite. Et vous dites... Ah non, mais c'est ça, en fait. Salomé, en fait, donc, pour toi, Jacques Chirac était de gauche, quoi. Parce qu'il était opposé à l'extrême droite. Enfin, vraiment, mais on est où, là? Et vraiment, mais ça, c'est la défaite de ces 40 dernières années, d'avoir fait croire que la gauche, c'était de s'opposer à l'extrême droite. La gauche, ce n'est pas ça. Enfin, la gauche, le progressisme, toi, t'as dit le gros mot, carrément, le communisme. Moi, on Voilà. me parle de patron, je parle de communisme, Tu vois, excusez-moi, parce qu'en fait, et- quand on dit gna gna gna, ils ont peur de la gauche. Non, ils ont peur des rouges, en fait. Ils ont peur des communistes, parce que les communistes sont les seuls qui ont vraiment un projet politique d'opposition à ce que ces hommes font à la planète, aux gens, aux êtres humains qui sont dessus, etc. Parce que là, encore une fois, si on s'énerve autant, c'est que le virage qui a été fait politique à cette période-là, ces mecs ont du sang sur les mains, d'accord? Ces gens ont du sang putain de contaminé, sang ouais. sur les mains, du sang contaminé notamment, mais en termes de déliquescence, à cette période-là, on a encore les bénéfices de la mise en place de la sécu, de machin, de trucs dans les années 80 là, dont on parle. Alors, il y a des mecs qui commencent à faire de la merde. Le sang contaminé, ça serait intéressant qu'on en parle un jour. Ouais. Mais même, tu vas de commencer à libéraliser les services publics, etc., etc. Et fin des années 90, on est encore sur nos bénéfices, on a encore le meilleur système de soins au monde. Ce qu'ont fait ces gens, à ce moment-là, ce sont les artisans du fait d'avoir niqué notre système social. Ces gens ont du sang sur les mains. Et je ne vous parle même pas du sang des travailleurs exploités en France, mais partout dans le monde. Et à Les l'étranger, années parce que 80, le PS des années 80, si on se met à parler de la France-Afrique et tout ça, vraiment, je pense qu'il y a... On rappelle quand même que dans les années 80, à l'époque, c'est facile de s'opposer à l'extrême droite. Le putain de FN fait 2%, en fait. Mais au-delà de ça, c'est littéralement la gauche PS Qui le et ces montre, gens-là le pousse. qui l'ont fait monter en le faisant venir sur les plateaux télé, etc., pour emmerder leur adversaire qui était le RPR. La gauche qui s'opposait à l'extrême droite, c'est littéralement leur stratégie de le mettre dans les pattes de la droite pour s'y opposer et diviser la droite. Tout le monde sait ça. C'est documenté. L'heure des vérités, c'est Mitterrand qui fait venir Jean-Marie Le Pen à la télé, à l'époque où la télé conditionne l'opinion publique d'une force absolue. Mais tout ça est documenté. Le PS change les règles législatives en 86 et sont passés à la proportionnelle dans l'intérêt du PS de faire rentrer des gens du FN et d'emmerder la droite. Donc arrêtez la fable comme quoi ces gens-là ont Dans les valeurs, comment dire, ils sont opposés. Dans les voilà, valeurs, ils sont lutter opposés contre, à voilà, droite. ils ont fait concrètement tout pour que le FN s'implante, existe, apparaisse comme une solution auprès des travailleurs qu'ils ont maltraités, comme tu dis, qu'ils ont saigné, et en même temps s'y opposer moralement pour pouvoir battre leur adversaire de droite, le RPR et l'UMP ensuite. Mais vraiment, en 2025, là on traite le PS comme si on était en 98, c'est une folie quoi. T'avais vraiment envie que je Même ça, c'est oui, fini, en je fait. voulais te faire dégoupiller. On n'a quasiment plus Ouais. du tout de patrons qui se permettraient d'être à gauche comme ça. C'est l'un des effets du néolibéralisme. Hein. C'est en fait, on a donné la puissance politique centrale dans la vie publique au marché financier. Et donc, les patrons, progressivement, se sont Chris, conformés à ce que explosé. les marchés financiers attendaient d'eux. Et donc, il y a souvent eu de plus en plus des grands patrons qui sont devenus des grands patrons perroquets, répétant sans arrêt les mêmes. Mais c'est eux qui ont fait le néolibéralisme, Laurent, Salomé, sans déconner quoi. C'est de la Franchement, folie. L'extrait est folie. Mais franchement, Ils sont devenus des perroquets qui répètent le discours néolibéral alors qu'avant ça n'était ce pas sont les du tout le soldats cas. du néolibéralisme. Vraiment, tous les gens que vous avez vus avant, Gomez, Schweitzer, Berger, Gattaz, je parle pas de Pierre Gattaz, mais de Yvon Gattaz, etc. Tous ces gens-là sont les généraux, et pas les généraux 1 étoile, hein, les généraux 5 étoiles de l'offensive néolibérale menée
par le PS et par le RPR dans les années 80-90. Ce ne sont pas des gens qui ont été transformés par le néolibéralisme, ce sont les gens qui ont fait le néolibéralisme et qui ont transformé la société et qui ont aujourd'hui créé les conditions dégueulasses dans lesquelles nous sommes. Voilà. Et c'est aussi ces gens-là qui ont fait monter le RN. Concrètement, on vient de le rappeler, et moralement, en faisant en sorte qu'il apparaisse comme une alternative auprès de tout le monde, en trahissant les idéaux de gauche concrets, d'élévation, de l'émancipation par les conditions matérielles. Même fadaises, les mêmes fadaises dont le contenu était assez simple. C'était le principe Tina, le principe de Thatcher. There is no alternative. Il n'y a qu'une seule politique possible. Et donc, progressivement, les patrons de gauche sont devenus très, très minoritaires. Et maintenant, ils sont devenus quasi inexistants. Juste que vous représentiez le truc. C'est ça le matérialisme. Ils ont appliqué une politique patronale, économique, adéquate à la bourgeoisie dans les conditions concrètes des années 70-80. Si aujourd'hui Alain Gomez réapparaissait à 25 ans, il serait pro-RN. Il ne serait pas proche de l'AFI. Voilà, il serait pro-RN parce que les conditions de la crise font que ce serait le maximum pour lui d'opérabilité sur l'économie, quoi. Non, mais il a des valeurs, Chris. Il a des valeurs, on a dit. Indépendamment de l'histoire, c'est vraiment... Ouais, qui n'ont rien à voir avec les conditions concrètes et le moment du cap. Tu vas voir, troisième extrait. Voilà, le troisième extrait. Alors, je révèle, parce que là, nous, on prépare les trucs très bien. Là, Zoé, c'est Noël pour moi. Elle m'a mis, ça s'appelle Le Nouveau Capitalisme. J'ai très envie d'avancer, donc c'est à 33-10. Donc là, ça parle des grands patrons états-uniens, du capitalisme états-unien, qui est pote avec Trump, etc. Nanana, le mec de PayPal et tout. Et Bernard Arnault qui va sucer Trump à son investiture. Voilà où on en est. Et de toutes les personnes autour de lui, notamment comme Elon Musk, il y a aussi nos grands patrons français qui sont très médiatiques, comme par exemple Bernard Arnault, bien évidemment, qui était présent. Alors, il n'est pas très médiatique, il est juste très riche. C'est juste le gars le plus riche du monde. À la cérémonie d'investiture de Donald Trump, en tant qu'invité d'honneur. Et non seulement il était présent, mais il est revenu en faisant un peu la promotion finalement de ce que faisait Donald Trump. Je le cite, quand il est revenu, il a dit « Je reviens des USA et j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays ». Et quand on revient en France, c'est un peu la douche froide. Là, c'est des déclarations de 2025. Chouchou, bébou. Bah oui, incroyable. Donald Trump conduit une politique libérale, étatique, d'enrichissement des grands patrons. Et, incroyable, Bernard Arnault trouve ça bien. C'est parce qu'il a perdu ses valeurs, ça, Chris, je pense. Moi, je pense qu'il a plutôt vu qu'il y avait de la valeur à faire. Non, c'est parce qu'il n'aime plus la démocratie. Avant, il aimait et maintenant, il n'aime plus. En général, vous voyez, quand les patrons aiment la démocratie, vous leur répétez un truc, vous leur dites « et la démocratie au travail ?» La démocratie dans les entreprises. Parce qu'en fait, vous savez, mais dans les entreprises, surtout LVMH, qui est un très gros groupe, les gens qui sont les plus nombreux, parce que normalement, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, à la masse, quoi, tu vois. Les gens qui sont les plus nombreux, c'est les travailleurs. Mais pourquoi eux, du coup, ils n'ont pas la décision ? Pourquoi dans les entreprises de Bernard Arnault, c'est lui et puis après, c'est ses enfants ? C'est même pas la méritocratie, là. C'est carrément l'aristocratie. T'es ma fille, je te donne une branche de LVMH. Et donc, on nous fait croire que c'est des patrons qui étaient des démocrates, qui n'ont pas une goutte, un échantillon de démocratie sur eux dans leurs entreprises. Et ils vont nous faire croire que ces gens-là seraient des démocrates dans la société. Tout ça est une fable bourgeoise dont Blast est, effectivement, je vais reprendre le mot, le perroquet. Mais toi aussi, Laurent. Non, mais tu vas voir, Chris. C'est qu'en fait, avant, ils aimaient la démocratie, mais plus maintenant. Tu vas voir, ils vont expliquer. Ah oui, voilà. Mais c'est marrant, c'est que quand ils l'aimaient, ils ne l'ont pas pourtant appliqué dans leurs entreprises. Toi, t'as pas les bonnes valeurs, je pense. Est-ce que je peux juste me permettre de souligner l'enjeu de ce débat sur le débat américain et des connexions entre les patrons français et le capitalisme, le nouveau capitalisme américain. Ce qui se joue là, ce à quoi nous assistons, c'est à l'émergence d'un nouveau capitalisme. On a eu le capitalisme des 30 Glorieuses, on a eu ensuite le capitalisme néolibéral, qui pouvait avoir parfois des comportements violents ou ultra-violents, confère le début du néolibéralisme au Chili. Et là, il y a eu une sorte d'incubation intellectuelle
qui est très ancienne. On a sans doute manqué de C'est dans leur vigilance, tête, mais vous pensez à des gens comme Peter Thiel, donc le fondateur de PayPal, qui était un des alliés en affaires d'Elon Musk. Il y a 20 ans. Alors Peter Thiel, il connaît pas bien ces dossiers. Peter Thiel est surtout connu pour avoir été le premier investisseur de Facebook. T'as entendu, Chris, il y avait une phrase très importante là. En fait, donc il y a eu les 30 glorieuses, ensuite il y a eu le néolibéralisme. Alors pourquoi on est passé de l'un à l'autre? On ne sait pas, ça doit être les valeurs qui ont changé. Voilà, c'est des petites broutilles qui se sont passées entre les deux, mais ça c'est... Il n'y a pas eu de crise entre les deux, de baisse ambitieuse du taux de profit. Non, en fait, Ça- c'est pas du tout ça les cycles, Chris. C'est pas le capitalisme est intrinsèquement un système qui crée des crises, et donc au bout d'un moment, tout se pète la Il se gueule. régénère et puis par après, des... Voilà. et après, il se reforme, il fait la grosse guerre, la bonne grosse guerre de bâtard, et puis après, il se reforme comme ça, et puis c'est la crise. Non, en fait, là, tu vois, on n'est pas du tout au point où on est au bout du capitalisme néolibéral qui a été mis en place par les fameux patrons de gauche dont on parlait juste avant, qui ne sont pas si différents de Pinochet, contrairement à ce que nous raconte Laurent Mauduit, sur le plan de la vision du monde et de la manière dont il veut que ça s'organise. C'est pas ça qui s'est passé, et c'est pas pour ça qu'actuellement, on voit un changement de rapport affiché entre le patronat et l'extrême droite. Ça n'a rien à voir, Chris, d'accord? Ce n'est pas du tout la baisse du taux de profit. Non, c'est qu'en fait, dans la tête de certaines personnes, il y avait des idées qui incubaient comme ça. Et là, tu vois, il a dit ça a incubé depuis 20 ans, mais on n'a pas été assez vigilants. On n'est pas allé assez regarder dans la tête des gens les idées qui étaient en train d'incuber. Tu vois, on n'a pas vu. Et donc là, il va nous parler de qu'est-ce qui s'est incubé dans la tête des gens pour que le capitalisme il change. Tu vas voir, c'est super. 20 ans, il écrit dans un billet de blog, j'en suis arrivé à la conviction que la liberté est incompatible avec la démocratie. La liberté au sens où lui l'entend, la liberté du commerce, etc. Il avait déjà pas les bonnes valeurs il y a 20 ans. T'as vu un peu, ça c'est de la grosse enquête. Le mec, il y a 20 ans, il a dit la liberté, la démocratie, c'est pas compatible. C'était la mauvaise idée qui incubait dans la tête. Il y avait la fin de la bonne valeur. C'était pas bien. Les mauvaises idées dans la tête. Laurent, je sais que tu commences à être âgé, mais vraiment, c'est pas Peter Thiel qui a pensé ça en premier, c'est déjà des débats à la Convention en 1792-1793, entre Robespierre et les Girondins, ensuite avec Babeuf. L'idée que la liberté et la propriété peuvent être incompatibles avec la démocratie, c'est des débats qui datent de la Révolution française et de la Convention. Ça incube dans la tête depuis plus de 200 ans et qu'on l'a pas vu venir, Chris. Mais c'est au cœur même des contradictions de la bourgeoisie. C'est ce qu'a montré Marx et toute l'œuvre du communisme et du marxisme, c'est de montrer que cette contradiction ne peut pas se résoudre et qu'elle va réapparaître à chaque fois et à chaque crise. Et que quand tu seras en crise et qu'il faudra choisir entre la propriété privée et la démocratie, on choisira toujours la propriété privée. C'est pas Peter Thiel qui a inventé ça, putain. Je m'énerve premier degré. Désolé, c'est très bien ce qu'est fait quand t'avais ces extraits. Je vous jure, j'étais en visite à domicile. Je passe en campagne, donc j'ai plein de routes à faire. C'est comme ça que je peux écouter des émissions de merde, d'accord, les gens. Et j'étais tout en x2, évidemment. Et j'écoute ce truc et je vous jure, mais j'étais là, mais genre, wesh, toutes les 5 minutes, je me disais, ah putain, faut que je prenne le timecode. Cette émission, c'est de la folie. L'un de ses inspirateurs de Peter Thiel, l'un de ses proches, qui écrit sous pseudonyme Morbourg, écrit à la même époque « Pourquoi en veut-on tant aux nazis ?» Donc ça vous montre bien que le salut nazi d'Elon Musk n'est pas anodin. Le 20 janvier au moment de l'investiture vient de loin. Donc ce sont ces gens-là dont maintenant on connaît la généalogie intellectuelle. C'est avec ces gens-là que certains des grands patrons français vont pactiser. Mais c'est une folie. Là, en fait, ils sont en train de te dire, en fait, les changements de phase du capitalisme, c'est parce qu'il y a un jour des gens qui ont eu des pensées méchantes. Non, mais je te jure, c'est ça. Je te jure, c'est putain de ça. C'est une dinguerie. D'un coup, ils aiment plus la démocratie. D'un coup, ils trouvent que les nazis, ils sont gentils. Et ça, c'est des mauvaises idées dans la tête. Et après, ça fait des changements du capitalisme. C'est ça qui se passe. Alors, clairement, non. Je dis aux gens, là, ce qui se passe, c'est que le taux de profit, la productivité du capital baissant, voilà, il faut donc revenir en arrière sur les droits des travailleurs, parce que la seule variable sur laquelle le patronat a littéralement la première main, c'est sa marchandise la plus valorisable, qui est la marchandise travail. Donc quand le taux de profit baisse, on reprend la main sur la valeur du travail abstrait pour la faire baisser, pour refaire du profit. Sauf que, en fait, je sais pas si tu savais, Zoé, mais il a pas l'air de le savoir, Laurent, et Salomé ne le reprend pas, mais en fait, cette marchandise, c'est pas ce verre, ou l'eau, ou du bois, tu vois, c'est des gens.
Alors, pour que les gens, quand même, ils acceptent que on revienne sur leurs droits et qu'ils ferment leur gueule, à un moment donné, il va falloir quand même leur taper dessus, tu vois. Et si on leur tape dessus, eh ben, c'est pas compatible avec l'idée qu'on puisse s'exprimer, manifester, faire des grèves, bloquer. Donc, la démocratie devient un problème quand le taux de profit devient un problème. Voilà. Donc, vous voyez, il y a moins d'argent, il faut exploiter un peu plus le travail. Mais le travail, c'est des gens qui sont pas contents qu'on leur baisse leur salaire en augmentant leurs heures. Donc, ils protestent. Donc, on leur met des coups de matraque. Donc, la démocratie, un PB. C'est ça le cycle de... Voilà. C'est pas Peter Thiel et... Voilà. Donc, ça nous fait une transition toute trouvée, mon Chris, pour aller au tout dernier extrait qui est à la toute fin. Parce que figure-toi que la question se pose quand même maintenant de qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Comment qu'on fait maintenant qu'on a tous les patrons qui bouffent avec des mecs d'extrême droite parce qu'ils ont eu des idées méchantes dans leur tête qui ont fait qu'ils n'ont plus de valeur. Nous, on est tous dans le même camp, là, le camp des gens qui sont pas d'accord avec l'extrême droite, tu vois. Tout ça, c'est notre même camp à nous, de tous ensemble. Et mais oui, non, mais c'est ça. Non, mais en plus, ce qui est drôle, c'est juste pour finir, la gauche qui n'a que comme programme s'opposer à l'extrême droite ou je sais pas quoi, au fascisme, c'est la gauche Kamala Harris. Hein. C'est une gauche de perdants. Ça, c'est une gauche de noisettes, de nuciculteurs. C'est une gauche qui soit arrive au pouvoir et prépare l'extrême droite, c'est exactement ce qu'on vous a démontré là. De qu'est-ce qu'a fait la gauche ces 40 dernières années, la soi-disant gauche là, qui nous amène à la situation qu'on vit aujourd'hui, d'accord. C'est ça qui a fait monter l'extrême droite. Soit juste elle n'arrive pas au pouvoir en fait, donc au point où on en est maintenant. Donc ça, l'extrême droite qui arrive avant elle, quoi, tout simplement, comme Trump. Donc contexte pour ce dernier extrait, ça part du dernier bouquin de Chapoutot, où Chapoutot en gros fait un parallèle entre la situation des années 30 en Allemagne, juste avant l'accession au pouvoir des nazis, et la situation en France actuellement. Oula. Plusieurs parallèles, donc crise économique, un centre au pouvoir qui fait des politiques austéritaires extrêmement brutales, etc., qui préfère donner des gages à l'extrême droite plutôt que donner des gages à la gauche, des médias détenus par des milliardaires, des grands propriétaires qui poussent l'extrême droite dans leurs médias, voilà, tout ça, quoi. Et à la fin, le centre, paf, ça va donner, ça va laisser les nazis au pouvoir, etc. Bref, c'est la take de Chapoutot. Et donc, Mauduit va parler de cette take. Et là, les amis, mais comment vous dire ? Jusque-là, vous vous disiez, bon, c'est un peu chaud ce qui est en train de se passer sur ce plateau. On commence à se dire que ça commence vraiment à se sentir pas bon. Mais alors là, les gars, mais préparez-vous, Chris. Je te le dis, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour ce qui va se passer. Quand on lit le livre et qu'on voit que cette collaboration, en tout cas ces liens sont aussi avancés, quand on voit qu'il y a une telle volonté des plus hautes sphères du pouvoir économique, quand on constate toutes et tous que le pouvoir politique, par bien des aspects, n'est plus un rempart, est-ce que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir est encore évitable ? Je le pense, dans des conditions difficiles. C'est pour ça que moi, j'ai été très impressionné par la lecture de Chapoutot. Formidable, parce qu'en plus, les historiens, souvent, n'aiment pas les filiations sur longue période. Lui, il l'assume en disant la situation de l'Allemagne en janvier, février 1933 est très comparable à la nôtre aujourd'hui. Attention. Déjà, c'est catastrophique. Et j'ai juste, je le fais observer dans mon livre en conclusion, une sorte de clin d'œil fraternel à Chapoutot, si je peux m'autoriser, parce que moi je ne suis pas historien. Et je trouve que dans sa description, il y a un angle mort. Il manque un aspect. Dans la comparaison, si on poursuit le va-et-vient, ce qui permet aussi à Hitler de prendre le pouvoir, c'est la terrible division de la gauche. Oui. Je quitte la pièce. Alerte noisette des années 30 en Allemagne. Regardez, Chris raccroche les crampons. Alerte noisette, les amis. On est au top du top de l'alerte noisette. Mais attends, Chris, s'il te plaît, laisse-le juste continuer un tout petit peu et après, tu vas pouvoir. Non, mais en plus, c'est l'alerte noisette trotskiste, quoi. Et on va dire merci à Chapoutot parce qu'il essaye de nous sortir de ça. Mais là, je le sens venir, mais je garde mon calme, je garde mon sang-froid. C'est aussi insupportable que ce que tu penses que ça va être, Chris. Pour pouvoir tirer le penalty. Centre que l'Europe ait jamais connu entre le SPD de l'époque, qui est certes entaché par des pages abominables de son histoire, l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht notamment, et le Parti communiste. Oui, c'est sûr. Assassiner les camarades de Spartakis, fondateur même du KPD, Parti communiste allemand. Toute petite broutille, j'ai envie de dire. C'est vrai que je veux dire, si on en est à avoir de la rancune, parce qu'il y a 10 ans, c'est comme si le PS avait... Bon, on va pas refaire les trahisons du PS. Imagine, genre il y a 10 ans, ils auraient tué... Mélenchon.
mais, enfin, ouais, Mélenchon, tu vois, du PG, et ce serait Bompard et Guettet qui géreraient, et ils diraient, ouais, Ah bah, on a tué Jean-Luc, et bon, ouais, faut c'est de quand la même faire alliance. politique. On peut dire, c'est le fascisme, hein, faut pas être susceptible comme ça. Non, mais bref, je continue. Allemand qui est totalement sous l'autorité de Moscou et qui considère que le premier danger, ce sont ce qu'il appelle les sociofascistes, les sociotraîtres. Et donc, les nazis prennent le pouvoir, on le leur donne, mais ils accèdent au pouvoir, sans que la gauche, sans que le mouvement ouvrier allemand ne fasse quoi que ce soit. Mais pardon. On est à quel niveau de non-respect et de chiage sur la mémoire des camarades? Mais c'est... Ah, vas-y Chris, je te laisse expliquer aux gens. Ah mais ouais, non, putain, mais là, on va devoir refaire un peu d'histoire parce que là, c'est. mais Mais ça, c'est. c'est une honte. Hein. C'est une honte de dire un truc comme ça. Vraiment. Hein. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu le parcours de Mauduit. C'est tout à fait le discours de la social-démocratie et maintenant du social-libéralisme venu par les trotskistes. Parce que là-dessus, ils sont d'accord sur cette idée-là, parce que Trotsky a fait le truc, etc. Parce qu'il était anti-Moscou dans cette période-là. Il faisait croire que le KPD, etc. Bon, reprenons les choses. Déjà, il faut comprendre une chose, et ce que les gens n'ont pas conscience, à ce qu'elle est parallèle historique. Nous, vous avez l'impression qu'il y a une montée lente de l'extrême droite et du fascisme en France depuis 20 ans. En Allemagne, il y a des sursauts, etc. Mais on va refaire la chronologie. Aux élections législatives de 28, le NSDAP de Hitler fait 2%. 2%. Ils ont 12 députés en 28. D'accord ? À ce moment-là, la victoire, c'est le SPD de Hermann Müller. Voilà. Hermann Müller, à cette période-là, fait une alliance avec le centre. Donc c'est comme si là, vous aviez le Front National à 3%, voilà, 2 et quelques, voilà, c'est Hitler, et vous avez la gauche, le PS, Hollande, fort, ce que vous voulez, qui prend le pouvoir, qui devient Premier ministre et qui ne gouverne pas avec le KPD. Ils n'ont jamais proposé ça. C'est le Parti communiste allemand. Voilà, et le SPD de Hermann Müller, c'est les sociodémocrates, etc. Je rappelle qu'à l'époque, Hermann Müller est chancelier, il gouverne avec le centre, il fait des réformes pour détricoter la protection sociale. Historiquement, les premières retraites ouvrières, les premières protections sociales viennent d'Allemagne. Ça a été longtemps un pays justement partagé avec les mouvements ouvriers, le SPD. Il fait ça avec le centre Zentrum, etc. Donc il trahit. Clairement, il trahit, alors que le fascisme ne pèse que 2%, Zoé. Tu vois ? Donc, on n'est pas face à non, on est obligé de gouverner le centre. Voilà, ils font ça. Ils explosent pendant la crise économique. Ils font n'importe quoi. Ils sont incapables de s'opposer au plan Dawes, au plan Young, les plans organisés, des crédits de guerre par les Américains qui voulaient continuer de saigner l'Allemagne pour les faire payer d'après la guerre. Le SPD ne s'y oppose pas, c'est-à-dire le représentant de la classe ouvrière ne s'y oppose pas. Il négocie avec JP Morgan, les banques américaines, la continuité de ces crédits de guerre. Enfin, tout ça est une catastrophe. Donc, ils font ça 2 ans. Au bout de 2 ans, Müller démissionne. Ils mettent donc des chanceliers, Brüning, ensuite ce sera von Papen, etc., mais du Zentrum, du centre, du macroniste aujourd'hui. Et le SPD ne fait tomber aucun des gouvernements. Il continue d'être la majorité de ces gens-là. La cerise sur le gâteau. Je rappelle, en 28, vous êtes à 2% de Hitler. Donc là, vous avez quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Le KPD monte, le SPD trahit avec le centre, le NSDAP, de fait, monte aussi parce que c'est le seul qu'on n'a jamais essayé de l'autre bord et il est appuyé sur la petite bourgeoisie en crise. NSDAP, c'est les parti nazis. nazi. Voilà, ouais. Le NSDAP monte parce que justement la trahison du prolétariat par le SPD fait apparaître le NSDAP. Rappel, NSDAP signifie Parti national-socialiste des travailleurs allemands, qui se prétend justement une défense aussi des travailleurs, là où les socialistes étaient un grand parti ouvrier, les communistes aussi, et donc ils arrivent en concurrence, ils profitent de quelque chose qu'on a aujourd'hui, on n'a jamais essayé, voilà. Donc ils montent, on va continuer la cerise sur le gâteau. Donc pendant ce temps-là, Müller, Otto Wels, qui est aussi quelqu'un du SPD, dira dans cette période-là, en 1931, les bolcheviks sont des fascismes. Parce qu'on vient chercher toujours le KPD sur le fait qu'il parlait de social-fascisme, etc. Ce que vient de dire Mauduit, là, ces conneries. Le SPD de Müller a été les premiers à avoir confondu les bolcheviks
et les fascistes dès les années 20. Dès 28, Müller le fait déjà avant même d'accéder au pouvoir. Wels continue de le faire en 31. En 32, il y a une élection présidentielle où Hitler fera 30%. Qu'a fait le SPD ? Ils n'ont pas présenté de candidat pour soutenir Hindenburg, qui est un gars de droite militaire, vraiment la bourgeoisie aristocratie la plus réactionnaire. Ils ne présentent pas de candidat. Donc c'est comme si, là, vous aviez nos noisettes qui disaient en 2027, non, on se range derrière Édouard Philippe, on ne présente pas de candidat, on se range derrière Édouard Philippe. Voilà. Ils font élire Hindenburg en 32. Leçon de l'histoire, novembre 32, la dernière élection législative libre. Hitler arrive, fait un très gros score, plus de 30%. C'est Hindenburg qui appellera Hitler chancelier. Donc le Hindenburg élu par les voix du SPD, ces gens-là ont fait élire Hindenburg, ont demandé aux ouvriers, à la classe ouvrière de voter Hindenburg plutôt que de voter Thalmann, plutôt que même de voter pour un candidat à eux. Hindenburg appellera Hitler au pouvoir. Hitler, on sait ce qui adviendra, fera d'abord interdire le KPD, il ne fera jamais interdire le SPD. Et le SPD a l'honneur minable de dire « Nous au moins, on n'a pas voté les pleins pouvoirs à Hitler en 1933. Vous étiez encore sur vos chaises, voilà, là où les camarades du KPD étaient déjà interdits. Donc, vous êtes des merdes. Vraiment, je vous le dis clairement, les trotskistes qui défendent encore cette histoire comme quoi ce serait le KPD qui serait responsable de la montée du nazisme. Si vous êtes trotskiste, vous devriez avoir honte de dire ça. Et si vous êtes en plus repris par des social traîtres comme Laurent Mauduit, vous devriez avoir honte de A à Z. Et que personne ne le reprenne, moi je trouve ça fou furieux, quoi. C'est la trahison absolue. Je veux dire, là ce qu'on voit, c'est vraiment de montrer que, en fait, quand vous êtes dans les noisettes, on le redit, on vous le redit, et ça c'est vraiment le truc, à la fin, ils trahiront tout, ils feront élire la centre, la droite, soi-disant pour ne pas avoir le fascisme, et ils feront venir le fascisme. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce n'est pas le KPD, le Parti communiste allemand, qui a empêché ça, qui a permis ça. C'est le SPD. Et juste pour finir, quand on vient accuser Staline d'avoir manipulé ça, en 1935, Staline signe un accord de partenariat militaire avec la France, d'accord ? Il est tout de suite remis en question par Laval dans les années 30 et il sera toujours mis de côté par la Grande-Bretagne, etc., justement de faire une alliance avec Staline contre le fascisme avant la guerre. C'est la Grande-Bretagne et la France qui ont laissé monter Hitler et qui ont empêché justement de s'attaquer à Hitler avant qu'il n'arrive en guerre et qui ont poussé les communistes à faire un pacte de non-agression avec les nazis. Enfin, vraiment, cette histoire, il faut vraiment la reprendre de A à Z parce que c'est une honte. Et tu vois, ce qui est encore plus honteux, quand je disais que c'est une insulte à la mémoire des camarades communistes, c'est que putain, face au fascisme, Laurent Mauduit, tu vois, qui passe son temps à dire nanana, la lutte contre l'extrême droite, la lutte contre l'extrême droite. Ceux qui se sont le plus opposés à l'extrême droite dans l'histoire, ce sont les communistes, d'accord ? Nous n'avons pas à rougir de notre histoire, de l'histoire de notre camp politique. Je sais que ça fait chier plein de monde quand on rappelle ça, quand on vient essayer de reparler de cette histoire qui a été tordue par ces mecs-là, les mecs comme Laurent Mauduit, qui sont les mecs qui ont littéralement accompagné, permis, donné un vernis progressiste et de gauche à des mecs qui ne le méritent absolument pas, qui sont les artisans de la merde dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui sont les artisans d'avoir fait monter l'extrême droite et qui sont aujourd'hui ceux qui, bien sûr, vont aller s'allier avec elle plutôt qu'avec les rouges. Hein. Tout le monde sait, ils l'ont toujours fait. Ils l'ont toujours fait. Et venir voir Laurent Mauduit dire ce niveau de mensonge historique. Chris vient de vous rappeler comment ça s'est passé en réalité en Allemagne au début des années 30. Thalmann basé, voilà la réalité. Voilà, Thalmann mais c'est sûr. basé, pardon. Et derrière, les camarades communistes en Allemagne, mais avez-vous une idée du prix qu'ils ont payé de leur engagement communiste pendant que le SPD était bien planqué, etc. Alors bon, il y en a certains qui ont pris C'est les premiers à avoir été interdits. Les militants communistes des années 30 et 40 en Europe ont payé de leur vie le fait de faire tomber le Reich. Si le Reich n'a pas duré 1000 ans, mais 10, c'est parce qu'il y avait des militants communistes en face, c'est parce qu'il y avait la Russie communiste en face. 20 millions de morts russes pour faire tomber les nazis. 20 putains de millions de morts, d'accord ? En Allemagne, des militants communistes qui ont été tués, déportés, torturés, décapités à la hache, des gamins de 17 ans qui étaient des militants communistes. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Je suis désolée, là, on se marre plus, mais c'est une honte. Et vraiment, là-dessus, on est plein de militants dans ce pays à être fiers de l'histoire de notre camp politique. Nous sommes fiers de l'histoire communiste. Nous ne baisserons pas les yeux face à des mecs comme Laurent Mauduit qui viennent raconter ce niveau de mensonge éhonté, quand on sait en plus, alors vous allez voir, on va se mettre la fin là, parce que vous allez voir qu'est-ce que ça sert derrière, qu'est-ce qu'il dit après,
Bref, c'est une honte. Et non, nous n'avons pas à rougir de notre histoire. Notre histoire est glorieuse. Nous sommes Bah, fiers bien de sûr. cette histoire. Bien sûr, et je rappelle, hein, quand Hitler veut faire supprimer le Parlement et installer sa dictature, il fait incendier le Reichstag. Qui c'est qu'il accuse? Un communiste, un très grand Bien communiste, sûr. Dimitrov, qui ridiculisera les nazis d'ailleurs à son procès, mais on en reparlera. Dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, où il y a une reconstitution très rapide et heureuse du nouveau Front populaire, mais qui a éclaté tout de suite, où ces colibés de sociotraite sont très vite réapparus. Non mais C'est vraiment pas gentil, Chris, hein, parce que, alors, excusez-moi, on s'est énervé là pour des raisons de retour politique, mais on va se remettre dans la politique selon Laurent Mauduit. Donc, la politique selon Laurent Mauduit, c'est qu'il y avait eu des patrons d'extrême droite pendant la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Et puis après, il y a les gentils libérateurs. Alors, j'imagine que lui, il pense que ça s'est terminé grâce aux gentils libérateurs américains, hein, bien sûr, je pense, évidemment. comme qui Michel sont venus Sardou. Voilà, ils sont venus apporter la démocratie. Et puis comme ça a enlevé les idées d'extrême droite dans la tête. Bon, il en restait 2-3 qui étaient un peu monarchistes et tout dans les années 60. Mais dans les années 80, on a eu des patrons de gauche qui étaient super sympas, qui ont mis en place le néolibéralisme, etc. Mais ça, ils étaient quand même très, très, Ils très étaient de de gauche, gauche. en fait. Voilà, avec les sociotraites qui étaient de gauche aussi, mais qu'il ne faut pas appeler des sociotraites parce que c'est méchant, ça fait des nazis après. Et donc voilà, et puis après, là de nouveau, des mauvaises idées dans la tête qui reviennent, etc., qui n'ont rien à voir avec la crise du capitalisme que ces mecs ont provoqué. Et puis là, tout d'un coup, on fait le NFP pour faire le barrage au fascisme, parce que je vous rappelle que nous, on est tous le même camp des gens qui n'aiment pas l'extrême droite, tous ensemble, d'accord? Il n'y a aucune différence entre nous. Et puis là, tout d'un coup, en fait, le NFP, ça marche pas bien parce qu'il y en a ils en accusent d'autres d'être des sociotraite et ça, c'est vraiment trop méchant, quoi. C'est trop méchant de rappeler que François Hollande, il a commencé les grosses répressions en manifestation qu'on ne voyait plus depuis des années, qu'il a fait la déchéance de nationalité, qu'il a fait la loi travail, qu'il a mis Valls Premier ministre et ministre de l'Intérieur, qu'il a accouché de Macron. Non, ça, c'est vraiment trop, trop méchant de le rappeler. En fait, ça, c'est un truc de méchant qui fait péter le NFP, en fait. Vas-y, Non, laisse-le mais continuer. Mais c'est une Insupportable. folie, mais c'est trop marrant parce que c'est exactement ce qui s'est passé là pour le coup en Allemagne et qu'on essaye de faire croire que c'est le KPD qui a trahi ou qui n'a pas été à la hauteur. En fait, ce qu'il faudrait, mais ça c'est Laurent Mauduit et ce que nous racontent les sociotraîtres, parce que c'est comme ça que je vais t'appeler vu que ça te gêne, je vais continuer, c'est de nous faire avaler des couleuvres tous les jours, tu vois, des renoncements, des compromissions, des trahisons. Et à la fin, il faudrait dire merci, Zoé. Tu vois, faudrait que nous, les communistes, on dise merci quand même hein, pour cette couleuvre. Heureusement. Parce qu'elle Ouais. aurait pu être encore plus grande, ça aurait pu être la couleuvre du RN. Tu vois, c'est Ouais. à chaque fois ça. Et en fait, à la fin, vous vous rendez compte, vous avez avalé 200 couleuvres et on vous dit la 201e, en fait, heureusement qu'on ne l'a pas fait parce que c'était le RN. Mais qu'est-ce que ça change? En fait, à la fin, il y sera quand même le fascisme. La leçon de l'histoire, c'est que justement, toutes ces trahisons en 28, en 30, en 32, à la fin, ça n'empêche pas le nazisme, ça le permet, quoi. Je trouve qu'il faut beaucoup méditer. C'est-à-dire, sans alliance de toutes les forces de gauche, la vague nous submergera. La seule Pour vous, chance... c'est ça la solution? Parce que quand on lit votre livre, Noisette. c'est un constat, c'est une documentation de ce qui, clairement, est en train de se passer du côté du patronat, du côté de mais l'extrême il droite. y a aussi un bouillonnement démocratique dans le pays, on le sent bien. Je cite les exemples des manifestations, de Bon, petites après, on armadas de peut voiliers arrêter. devant le château, On peut arrêter, ça va pas être l'île très intéressant, ouais. de Bolloré. Ouais. Tu vois un peu ce que c'est que ce discours, en fait, il y a plein de gens, je pense, qui ont regardé cette émission sur Blast et qui se sont dit, waouh, super intéressant, une enquête sur le lien entre les patronats et l'extrême droite, on a bien combattu l'extrême droite avec cette enquête, on sait que bidule bouffe avec truc, et que tout ça, c'est à cause de mauvaises idées dans la tête, et que vraiment, il faut être très, très, très vigilant sur nos valeurs et sur la démocratie, parce qu'il y en a qui commencent à plus trop aimer ça, et puis que quand même, ça serait bien qu'on s'unisse tous, nous, les gens qui sont contre l'extrême droite, pour pouvoir lutter contre ça. Est-ce que vous voyez le niveau de baisse du truc? Parce qu'en fait, le mec n'explique pas pourquoi l'extrême droite monte. Il n'y a pas intérêt parce qu'en fait, elle monte à cause de son discours à lui. C'est un artisan du truc. Alors lui, Oui. il se vit pas comme ça, hein. Lui, il se vit comme quelqu'un qui a toujours été du bon côté du manche et qui a vraiment toujours lutté très très fort contre l'extrême droite parce qu'il a des bonnes valeurs, etc. et qu'il n'a pas de mauvaises idées dans sa gentille tête. Mais Il a là, le niveau de Laurence Parisot, c'est tout. exactement. Et là, il termine avec sa petite pichenette anticommuniste dégueulasse. D'accord, c'était dégueulasse, c'est mensonger. Moi, ça me questionne en fait que quelqu'un dont c'est le métier d'interviewer des gens en politique, comme Salomé Saké, je le dis, hein, assiste à ça, à ce discours-là, et n'arrive pas à voir
le niveau de mensonge, mais de mensonge factuel, d'accord, hein, comme on fait du journalisme neutre, qui est digne de gauche ni de Ouais, droite, etc. c'est Là, on honteux. parle de trucs factuels, en fait. C'est factuellement faux ce qu'il est en train de faire. Et si on connaît un peu la biographie de Laurent Mauduit, on sait très bien que c'est ça qu'il va faire. Et en fait, si nous, ça nous débecte autant, c'est que nous, si on est militant communiste, en fait, c'est pas pour nous marrer, c'est pas parce que c'est la couleur du maillot qu'on trouve sympa et tout, c'est que on est persuadé que effectivement, on vit dans une époque maintenant, un moment de changement majeur, absolu. On est au devant d'une crise majeure économique, écologique, géopolitique, etc., etc. On sait que les moments de crise intense sont des moments de changement, de bouleversement majeur. C'est une opportunité pour abattre le capitalisme et c'est aussi un immense danger pour toutes les classes travailleuses du monde entier si jamais ce n'est pas notre camp qui gagne. Parce qu'en fait, à la fin, ça sera eux contre nous, d'accord? Ça sera C'est eux sûr. contre nous, ça a toujours été comme ça, depuis que le capitalisme existe. À la fin, ceux qui s'opposeront à eux, ceux qui seront le plus fortement réprimés et ceux qui pourront éventuellement les terrasser, ce seront les communistes. Parce que ce sont les seuls qui ne viennent pas tenir un discours d'accompagnement du capitalisme néolibéral qui ensuite crée des crises, qui ensuite met les sociétés par terre avec l'extrême droite qui arrive au pouvoir et la guerre, etc., etc. C'est ça la réalité. Et Et c'est. donc Laurent Mauduit, Vas-y. anticommuniste patenté, d'accord, parce que c'est ça qu'il fait là. On sait de quel côté de la barrière il est. Et en fait, si on ne veut pas faire alliance avec des mecs comme ça, c'est qu'on sait que ces gens ne sont pas de notre camp. À la fin, Laurent Mauduit, il est là pour dire qu'il y a des gentils patrons de gauche et ça serait bien qu'il y en ait de nouveaux. Laurent Mauduit, c'est quelqu'un qui crée littéralement, qui a accompagné et qui crée là par son discours la possibilité du fait qu'on ne puisse jamais renverser ce système qui intrinsèquement nous mènera dans le mur et entraînera la mort et la dégradation de la vie de milliards de gens sur cette planète. On parle d'un truc un peu important là quand même. C'est pas un Ouais. petit sujet. Nous, on n'est pas anti-unionistes parce que encore une fois, c'est pas la bonne couleur du maillot ou je sais pas quoi. C'est une analyse concrète, matérielle de la situation qu'on vit, notamment au regard de l'histoire qu'on a et de ce qu'on Justement, sait qui va se passer après. et on est d'accord. Et c'est pour ça qu'en plus, c'est très intéressant qu'il nous amène sur la lecture de l'Allemagne, etc. Justement, c'est ça la leçon. C'est que la voie à suivre était non pas, on va dire, l'extrême gauche, les communistes, aillent vers le centre, ce qu'a fait le SPD, de créer une troisième voie, soi-disant un centre. Je le rappelle, à la fin, ils ont fait ce que fera Olivier Faure, Glucksmann et tout. Ils feront une alliance pour faire élire Retailleau sans candidat Glucksmann, sans candidat PS, sans candidat Vert, sans candidat du centre face à la situation fasciste. C'est ce qu'ils ont fait en 1932 avec Hindenburg. Ils inventent une troisième voie alors qu'il n'y a que deux voies possibles. La pauvre Rosa Luxembourg qui a été assassinée Par le SPD, par le SPD de Hébert, ça s'appelle socialisme ou barbarie. Tout simplement. Et croire qu'il y a une troisième voie entre le socialisme et la barbarie, c'est préparer la barbarie. Et c'est ce qui est arrivé en 1933. Ne demandez jamais aux communistes pourquoi ils n'ont pas fait de pas vers le SPD, parce qu'il serait arrivé exactement la même chose. Demandez aux sociotraîtres, là, pourquoi le SPD n'a pas fait de pas vers le communiste. Parce que, comme je l'ai rappelé, ils étaient, depuis le 19e siècle et depuis 1920 en France, fondamentalement anticommunistes, fondamentalement anti-bolcheviques, et ils assimilaient le bolchevisme et le fascisme bien avant que le KPD parle de social-fascisme. exactement. Bon, on s'est bien énervé les copains. Alors Ouais, sur la fin, on était moins rigolo, mais franchement, enfin, Non mais c'est mesurez grave la parce que gravité en du. fait on peut Oui, plus rigoler parce que là ils nous conduisent vraiment vers le pire. Ils oui, nous conduisent vraiment vers le oui. pire. Ce discours politique est un discours extrêmement dangereux. Le fait que ça passe sur des chaînes YouTube dites de gauche radicale et que les gens voient ça sans avoir un contre-discours en face, c'est dangereux politiquement. C'est grave en fait, c'est vraiment grave. Et je ne sais pas si c'est par ignorance ou par, on va dire, accointance idéologique qu'il n'y a pas de répondant en face, mais vraiment c'est grave. De laisser un mec déblatérer comme ça, surtout quand tu sais qui est le gars, qu'a priori il y a de bonnes chances que ça soit ça son agenda. Mais tu vois, pour terminer là-dessus, quand même, la réalité, quand on dit à la fin, ça sera eux contre nous, ça sera socialisme ou barbarie, la réalité, c'est que l'époque, là, en ce moment, c'est une époque, on le voit en France et dans plein d'autres endroits dans le monde, c'est un bouillonnement avec une demande d'organisation et vraiment une résurgence des idées marxistes. Parce que c'est les plus adéquates à combattre ce face à quoi on est, en fait. Parce que c'est les plus adéquates. Et donc, on voit aujourd'hui, bon, alors, tu sais, parfois dans les coms, Chris, les gens, quand on dit on est communiste, ils croient qu'on est au PCF. Alors, il y a des camarades. Non. Voilà. Alors, non, on n'est pas au PCF. Il y a des camarades communistes sincères encore au PCF, mais le PCF est
Bref, sur le programme, bon, enfin, pourquoi Une pas. mauvaise pente. Voilà, mais il est vraiment sur une très mauvaise pente et sur les discours, enfin là, Roussel encore récemment, qu'est-ce qu'il a sorti là? Ce teubé là? Il a sorti Euh, qu'il fallait pas censurer un gouvernement Ah oui, qui refuse le 49.3. Mais ça, ah oui, toujours pareil. On est dans ce que a fait le SPD le entre SPD à 28 l'époque. et 32. C'est de dire, Refuser d'être oppositionnel re- quand c'est ils une ont, nécessité ils avaient absolue. le plus gros bloc, ils étaient dans une alliance avec le centre et la droite, voilà. Et ils ont continué de maintenir des gouvernements de droite sans vouloir être oppositionnels, sans les censurer, etc. Bien sûr. Mais on voit, tu vois, qu'il y a aussi plein d'autres organisations qui sont marxistes et qui ont envie de faire revivre le marxisme. Tu vois, dans la jeunesse, on voit les jeunesses communistes indépendantes qui sont en train d'essayer de se fédérer. On voit JR et LGR, donc les jeunesses révolutionnaires et la Ligue de jeunesse révolutionnaire, qui ont fusionné là récemment et qui font un appel à refonder une jeunesse communiste unifiée, etc. Nous, on regarde ça avec intérêt parce que ça veut vraiment dire quelque chose de la période. On voit l'URC aussi qui fait ce travail d'essayer de se regrouper, de s'unifier sur des lignes qui sont marxistes-léninistes résolues, quoi, et avec dedans des camarades qui tiennent des discours vraiment très intéressants qu'on a envie de voir aussi. Il y a les mouvements trotskistes, tu vois, RP, etc. Alors aujourd'hui, on a beaucoup tapé sur les trotskistes, et tu sais, parfois les gens ne comprennent pas pourquoi les gens de notre branche du communisme tapent sur les trotskistes. J'espère qu'avec cette vidéo, vous l'avez compris. Maintenant, dans les mouvements trotskistes aujourd'hui, il y a aussi plein de gens qui n'abondent pas dans ce que dit Mauduit. Enfin voilà, comment dire, les différents courants ne sont pas aussi hermétiquement séparés qu'on semble le présenter parfois. Et il y a plein de militants qui se retrouvent dans des argas trotskistes, etc. et qui, je pense, Oui, n'abondent mais pas qui sont dans pas ce sur discours. cette ligne, voilà. Voilà, évidemment, quoi. Mais voilà, donc il se passe des trucs. À la fin, ça sera eux contre nous. Et Mauduit, visiblement, ne sera pas de notre côté. Alors moi, s'il change d'avis, je suis ravie. Mais là, quand j'entends des trucs comme ça, j'ai un Ça doute. sera une J'ai un doute, noisette. mais voilà, mais zéro surprise, quoi. Zéro C'est une... surprise. T'attendais rien, mais t'es quand même déçu, quoi. Exactement. Bah, c'est une noisette, quoi. À la fin de tout leur renoncement et leur compromission, tu sais, c'est la phrase bon, Churchill n'est pas un camarade communiste, mais sa phrase résonne dans l'histoire parce que c'est vrai ça. Ils ont voulu éviter la guerre avec le déshonneur, ils auront eu la guerre et le déshonneur. Exactement. Bon, sur ce, les amis, écoutez, on a taillé un short à Blast. On sait qu'à Blast, en plus, il y a des camarades qui travaillent là-bas et tout. Eh, écoutez, les gars, je sais Bah, pas, entre réveillez-vous, camarades, hein. bah ouais, c'est important de s'attraper le col parfois. Putain, ça, quoi? Sérieux? C'est On chaud, est là, putain. quoi. Bon, bref. Sur ce, les amis, si vous aimez ce contenu et nous voir nous énerver contre des sociotraîtres qui n'aiment pas qu'on les appelle sociotraîtres, vous pouvez vous abonner à cette chaîne parce qu'on le fait assez souvent. Vous pouvez aller sur la chaîne On ne veut plus, sur laquelle on fait plutôt des actus, on va dire, de lutte sociale, lutte concrète, interviewer des militants, etc. Vous pouvez soutenir le travail de l'asso sur Tipeee. Vous pouvez surtout aller lire le dernier numéro paru dans la revue Position Revue. Toujours copié mais jamais égalé, n'est-ce pas? Euh, qui est un excellent numéro que vraiment on vous conseille. Dedans, il y a du Sébastien Faury, il y a du Clément Sénéchal, il y a du Bruno Amable, il y a du Nicolas Da Silva, il y a du Il y a bref, du c'est passionnant, c'est Stefano Palombarini, il y a du Stefano Michel Fer. Franchement, La line-up est incroyable. ouais, La c'est line-up clair, est c'est trop la bien. dream team des analystes sociopolitiques C'est ça. actuels. Et le numéro est vraiment, bref, moi je le redis, je suis très fière que dans notre asso, on soit capable de faire ça et d'amener ça. Je pense que c'est très important et très riche. Donc vraiment, allez le lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Padu, à la mienne. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Blue Sky. Vous pouvez soutenir l'asso sur notre Tipeee, je le redis. Et sur ce, on vous dit, lâchez rien. À plus tout le monde, salut. Salut. C'est la vie.